Élisabeth II est décédée et les Juifs d'Angleterre, comme tous les sujets de Sa Majesté, pleurent leur reine. Une petite ombre au tableau a cependant fait son apparition. Le journal Le Monde a révélé qu'en 70 ans de règne, Élisabeth II s'est rendue dans presque tous les pays du monde, mais jamais en Israël. Alors, ça pourrait paraître anecdotique, mais ça ne l'est peut-être pas tant que ça si on inscrit cette anomalie dans une histoire longue, complexe et parfois douloureuse de la présence juive en Angleterre et de la relation de ces monarques avec leurs sujets juifs. Nous sommes en relation avec une spécialiste de cette histoire, Judith Schlanger, professeure à l'École pratique des hautes études. Bonjour madame. Et bonjour, merci de votre invitation. En France, on rappelle enfin, depuis quelques années, que la présence juive est très ancienne, que la France aurait même été, si on peut dire, juive avant d'être chrétienne. En Angleterre, c'est une toute autre histoire. Il n'y a pas de présence juive attestée avant le XIe siècle et la conquête de Guillaume le Conquérant. Racontez-nous cette histoire. Effectivement, le changement majeur dans l'histoire de l'Europe, mais aussi dans l'histoire de relations entre la France et l'Angleterre, est la conquête normande qui a lieu en 1066. C'est le duc de Normandie, Guillaume, qui devient le roi d'un autre pays. Et donc, c'est avec Guillaume le Conquérant, donc avec les Normands, que les Juifs arrivent en Angleterre. Pourquoi? Parce que le duc leur promet, leur octroie une charte qui leur donne des privilèges. Donc, on parle de l'arrivée des Juifs avec Guillaume le Conquérant. En réalité, il s'agit de quelques familles, quelques individus juifs qui vont arriver très spécifiquement de la ville de Rouen. Donc, la communauté de Rouen était installée au Moyen-Âge célèbre, connue, il y a au XIIe siècle. C'était une famille, c'était une communauté qui hébergeait des savants, des gens renommés. Et donc, à partir du XIe siècle, cette communauté était très bien implantée en Normandie, dans la ville de Rouen, et ce sont les Juifs de Rouen qui arrivent le premier en Angleterre. Mais alors pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de juifs en Angleterre avant cette conquête? Puisque l'Angleterre, c'est pas si loin, il y a déjà forcément des échanges de marchands entre la France, l'Angleterre et d'autres pays. Pourquoi est-ce qu'ils n'y sont pas installés avant? Donc, il est très difficile de parler de l'histoire quand nous n'avons pas de sources. Il y a eu effectivement des légendes, il y a eu des théories que les Juifs existaient, qu'il y avait des Juifs en Angleterre. Effectivement, nous savons que les Juifs circulaient dans l'Europe depuis l'époque romaine, depuis les Romains. Et l'Angleterre a fait partie pendant une partie de son histoire aussi du grand empire romain. Donc, les Juifs qui étaient des citoyens romains pouvaient bien entendu se promener, venir en Angleterre. Et il est tout à fait probable qu'il y ait eu des Juifs en Angleterre. Mais nous n'en avons pas de documents, nous n'en avons pas de traces. Donc, c'est très difficile de parler, de parler ex nihilo. Nous n'avons pas de sources, nous n'avons pas de traces. Ça serait vraiment des arguments de silence qui ne sont pas ceux que les historiens aiment. Donc Guillaume le Conquérant, c'est le début d'une présence documentée. Quel est donc Voilà. ce premier document qui atteste la présence juive? Donc, le problème, c'est que le document qui aurait été octroyé par Guillaume le Conquérant n'est pas conservé, mais nous avons les documents les plus anciens, en fait, datent de l'époque de Jean sans Terre, que les Anglais appellent Jean Plantagenet. C'est celui qui a perdu la Normandie au roi capétien de France en 1204. Donc, les descendants de Guillaume des Conquérants ont octroyé des cartes, les chartes, mais les chartes qui ont été données à la fin du XIIe siècle disent explicitement que c'est une répétition des chartes plus anciennes. Donc, même si les documents conservés ne sont pas de l'époque de Guillaume le Conquérant, elles répètent des chartes plus anciennes. Donc, nous pensons que c'était déjà Guillaume le Conquérant qui a octroyé les droits aux Juifs. Et effectivement, dans les grands documents qui est le Domesday Book, donc le recensement de toutes les communautés et leurs biens dans l'ensemble de l'Angleterre en vue de taxation, donc ce sont les Normands, les rois normands qui l'ont instauré, et donc le Domesday Book qui a été fait en 1086, donc juste 20 ans après la conquête, on mentionne des individus
qui auraient pu être juifs. Donc, par exemple, la communauté de Norwich, qui sera la deuxième plus importante communauté juive de l'Angleterre médiévale, nous avons une mention dans Domesday Book d'un certain Isaac qui était probablement juif, même si la communauté elle-même existe depuis les débuts du XIIe siècle seulement. Mais il y a des individus qui sont probablement juifs, qui sont installés plus tôt. Mais pour qu'on puisse parler d'une communauté, nous devons avoir des documents et aussi des chartes qui établissent cette communauté. Pourquoi? Parce que ce sont les autorités royales anglaises qui donnent aux Juifs la possibilité de s'installer dans des villes spécifiques. Donc, la possibilité pour les Juifs de vivre en Angleterre est très réglementée. Donc, ce sont les rois qui décident où, dans quelle ville, dans quelles circonstances et sous quelles conditions les Juifs vont s'installer. Donc, s'installer, ça veut dire aussi créer des lieux de culte, donc synagogues, des boucheries, des mikveh, mais aussi des cimetières. Par exemple, en Angleterre, un seul cimetière fonctionnait jusqu'à 1171. Donc, c'est seulement 100 ans après l'arrivée des Juifs que les villes autres que la ville de Londres ont reçu le privilège de créer des cimetières pour des Juifs qui décédaient. Donc, tout ça, c'était très réglementé par des chartes royales. Alors justement, vous avez mentionné la ville de Norwich. Euh, Norwich, ça va être le lieu d'un pogrom anti-juif. Il y a une découverte archéologique très récente, là, ces derniers jours, qui a circulé dans les médias. On a découvert une fosse commune avec des individus juifs. Vous allez nous expliquer comment est-ce qu'on sait que ce sont des squelettes de juifs persécutés. Mais surtout, l'arrivée des juifs en Angleterre, elle va très vite tourner au vinaigre. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les Juifs sont arrivés avec Guillaume le Conquérant. Les Juifs parlaient français. Donc, en arrivant en Angleterre, les Juifs francophones étaient associés directement avec les conquérants. Et d'une certaine manière, surtout jusqu'à la fin donc, du XIIe siècle, les Juifs étaient protégés par le roi, et bien sûr pas le roi personnellement, mais ses représentants, donc les représentants des autorités royales qui étaient des shérifs des villes différentes. Donc les autorités civiles, le roi était représenté dans les villes par des shérifs, et les shérifs, les employés du roi, le service d'une certaine manière de la police militaire du roi, étaient censés protéger des Juifs. Et à plusieurs reprises de l'histoire juive, c'était effectivement le cas. Les chartes octroyées aux Juifs leur donnaient des droits. Parmi ces droits, c'était non seulement vous pouvez vous installer ici, vous pouvez être des banquiers, vous pouvez prêter de l'argent avec intérêt. C'était interdit aux chrétiens. Pour les Juifs, c'était une aubaine. C'était vraiment une niche économique qu'ils pouvaient occuper à défaut de pouvoir exercer d'autres métiers en dehors de la communauté juive. Bon, pas tous les Juifs anglais étaient banquiers, usuriers. Il y avait aussi des marchands de fromage, poissons, etc. Et il y a eu aussi des grands marchands internationaux. Mais effectivement, on a permis aux Juifs de se spécialiser dans les activités financières en Angleterre. En tout cas, il y avait donc une dépendance vis-à-vis de ces banquiers juifs, comme c'était le cas en France aussi. Exactement. Donc, il y a eu des prêts, etc. Donc, il y avait des abbayes, des chevaliers, des nobles qui étaient endettés auprès des Juifs. Et c'est ça qui a généré ensuite les pogroms? Donc, oui, bien sûr. Donc, il y a toujours pour des pogroms contre les Juifs, il y a toujours deux raisons. Il y a une raison économique et il y a une raison idéologique. Donc, bien entendu, les Juifs sont perçus comme les étrangers à double titre. Ils pratiquent une religion qui n'est pas celle de la majorité chrétienne du pays. Il y a bien sûr l'Église qui, dans son histoire, parfois protège les Juifs, parfois au contraire, dans l'essai de les convertir, les persécute ou essaye de les convertir. Donc il y a une raison idéologique, mais il y a également des raisons économiques. Donc une population endettée auprès des Juifs est très contente de ne pas s'acquitter de dettes en détruisant des créanciers et en détruisant les lettres des créances. Donc, des documents qui attestent de leur dette. Donc, en revenant
vers la ville de Norwich et la récente découverte. Donc, la ville de Norwich a une réputation extrêmement triste d'avoir été les premiers lieux euh, d'une accusation de meurtre rituel contre les Juifs. Donc, nous parlons de l'an 1144, donc nous sommes au milieu du XIIe siècle. Un garçon de 12 ans qui s'appelait Guillaume, on l'appelle Guillaume de Norwich, disparaît. C'était un apprenti tanneur. Tout d'un coup, il disparaît, sa famille le recherche, son corps est retrouvé sans vie et apparemment martyrisé, couvert de blessures dans une forêt voisine. Et la communauté juive est accusée de ces crimes immédiatement. Donc, cependant, il ne faut pas oublier, le pogrom n'a pas lieu. Pourquoi? Parce que John de Chesney, qui était le shérif à l'époque, protège les Juifs. Donc, les Juifs de la ville de Norwich, à cette occasion, donc en 1144, se réfugient dans le château du shérif, donc château royal, les autorités royales, et le pogrom, apparemment, n'a pas lieu. Notre seule source, presque, des événements de cette époque, c'est la chronique de Thomas de Monmouth, qui était un moine bénédictin à Norwich et qui a décrit toute cette histoire, mais après les faits. Donc, il arrive à Norwich 6 ans après. Donc il n'est pas témoin des faits. Il n'est absolument pas témoin. Il interroge les témoins. Il fait une enquête d'une certaine manière policière. Pendant cette enquête est tendancieuse. Donc, il part non seulement avec l'idée que les Juifs sont coupables, visiblement la famille du jeune homme accuse les Juifs de ce meurtre, et la ville en général est convaincue que c'était les Juifs qui ont commis ce meurtre. Donc, il mène une enquête assez rigoureuse en interrogeant les parties et les témoins, mais déjà avec l'idée que c'était des Juifs. Donc, vraiment avec des chefs d'accusation déjà prêts. Et donc, l'idée derrière. Et quand même, nous sommes au XIIe siècle. Il veut la canonisation du garçon. Il veut en faire un saint de l'Église, parce que, bien entendu, avoir un saint qui crée des miracles, qui fait des choses, ça attire des pèlerins, ça développe les abbayes locales. Donc, je ne dis pas qu'il n'y croyait pas. Probablement, en moine du XIIe siècle, il pouvait croire qu'effectivement, les Juifs ont commis ce meurtre. Donc, cette histoire, c'est vraiment une histoire. Ça résonne aussi avec l'accusation de peuple déicide. Jésus, c'est quand même aussi la figure de l'innocence, de l'enfant. Et là, c'est l'histoire qui se répète, l'histoire théologique, disons. Absolument. Et donc, un des éléments des accusations de meurtre rituel va montrer que les corps étaient mutilés d'une telle manière qu'on pense que ces corps étaient crucifiés, ou bien dans les cas justement de Guillaume de Norwich, la chronique parle de traces, des blessures sur sa tête qui auraient fait penser qu'on lui a mis une couronne comme la couronne de Jésus. Donc, il a été effectivement blessé. Donc, voilà. Mais alors, vous dites que là, les Juifs ont eu la vie sauve, in extremis, à Norwich. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette fosse commune qu'on a découverte? Voilà. Donc, la fosse commune qui a été découverte avec au moins 17 corps qui ont été enterrés. Et donc, la découverte a eu lieu il y a 2 ans, mais les publications sont tout récentes parce que les chercheurs ont pris 2 ans pour analyser les corps. Donc, la datation au carbone 14 a montré que la fosse commune daterait entre la moitié du XIIe siècle jusqu'au début du XIIIe siècle. Donc, la fourchette, comme d'habitude, est assez large, mais il y a eu des pogroms bien attestés contre les Juifs anglais à partir de 1189. Donc, moi, je pense que cette fosse commune date plutôt de cette période où nous savons que les communautés juives ont été décimées. Les communautés qui étaient très petites, il faut les rappeler qu'en Angleterre, à l'époque où il y a eu les plus de Juifs, donc au milieu du XIIIe siècle,
La communauté juive générale, en général, n'était pas plus grande que 3500 jusqu'à 4000 individus. Donc, nous parlons des communautés minuscules. Donc, Mais alors, comment est-ce qu'on sait qu'ils sont juifs, ces gens qu'on a découverts dans cette fosse commune? nous avons effectivement une fosse commune. Donc, on pense immédiatement à un pogrom contre les Juifs à cette époque. Donc, historiquement, c'est possible. Et donc, il y a maintenant les généticiens qui travaillent sur la possibilité d'identifier les Juifs par leur composition génétique, par les gènes qu'ils trouvent. Donc, bien entendu, cette recherche est problématique parce que la comparaison des gènes médiévales se fait par rapport aux Juifs ashkénazes d'aujourd'hui, mais je ne suis pas scientifique. Apparemment, les résultats sont prometteurs. Donc, il est tout à fait possible qu'on peut effectivement identifier les liens de famille entre les Juifs enterrés, ou plutôt jetés dans les puits à Norwich, et les Juifs, certains Juifs ashkénazes de l'Europe de l'Est d'aujourd'hui. Alors justement, puisqu'on est dans les invariants de l'histoire, dans sa continuité longue, Norwich, c'est aussi le lieu où on trouve le tout premier document attestant de ce qu'on pourrait appeler une caricature antisémite. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tout à fait. Un des personnages les plus connus de l'histoire juive était Isaac de Norwich. Isaac de Norwich était probablement le juif le plus riche de son époque. Son époque, cela veut dire la fin du XIIe siècle et les années 30. Il est mort en 1235. C'était le banquier et le marchand le plus connu de son époque. Le document dont vous parlez, la caricature, se trouve dans un rouleau de taxation qui a été fait à Westminster, donc à Londres, euh, pour l'échiquier, donc l'échiquier du roi de l'Angleterre, donc le ministère des Finances du roi de l'Angleterre. Il s'agit d'un long rouleau vertical où on notait les personnes qui ont payé des taxes. Et au début de ces rouleaux, comme une sorte de décoration assez macabre, je dirais, il y a cette caricature qui représente cet individu spécifique, Isaac de Norwich, ainsi que deux autres individus juifs qui travaillaient pour lui. C'était un certain Moquet, les juifs, et Abigail, une femme juive, tous les deux connus comme non seulement des créanciers, prêtaient l'argent sur gage, mais aussi comme ceux qui prélevaient les intérêts pour Isaac de Norwich. Donc, c'était apparemment des personnes tout à fait détestées par la communauté qui leur devait de l'argent. Donc, effectivement, la caricature est connue. Ils sont diabolisés dans cette caricature, littéralement diabolisés. Exactement. L'iconographie de cette caricature ressemble beaucoup à l'iconographie des Bibles moralisées de la moitié du XIIIe siècle, où l'Antichrist, le diable lui-même, est personnalisé avec une couronne et avec trois visages. Ici, l'image d'Isaac de Norwich, et nous savons qu'il s'agit d'Isaac de Norwich parce que c'est écrit. Donc, il y a une inscription qui donne son nom et est représentée avec une couronne. C'est lui qui est le roi des diables, mais aussi le roi de l'Angleterre, et avec les trois visages, exactement comme la représentation de l'Antichrist. Il y a également la représentation de deux diables, de deux démons, sur la caricature. Donc, effectivement, les Juifs sont diabolisés. Mais les travaux récents, notamment des chercheurs récents comme Sarah Offenbach, Sarah Lipton également, surtout Sarah Lipton, montrent que qu'il s'agit non seulement d'une critique contre les Juifs, mais aussi d'une critique contre la politique de taxation dans les années 30, non seulement contre les Juifs eux-mêmes, qui payaient des taxes exorbitantes à l'époque du roi Henri III, parce qu'il s'agit vraiment, donc 1233, c'est l'époque d'augmentation de la politique des taxations, parce que le roi Henri III est en train de faire des guerres partout, c'est l'époque des croisades, c'est la préparation, donc les rois essayent de protéger les territoires plantagenets en ce qui est la France d'aujourd'hui, donc la taxation royale est énorme. Donc le roi lui-même est très mal vu par la population. Et sur cette caricature anti-juive, nous avons également les représentations des clercs du roi
avec le symbole, donc il y a un symbole d'une balance parce que c'est comme ça qu'on paye les taxes. La monnaie n'est pas seulement le symbole écrit sur la monnaie, mais aussi le poids de la monnaie. Voilà, donc c'est une sorte de caricature contre les Juifs, mais contre la taxation. Pourquoi? Pourquoi les Juifs et la taxation? Pourquoi les Juifs et les rois? Pourquoi cette opposition contre les Juifs et la taxation royale dont les Juifs sont les premières victimes? Mhm. C'est parce que, au moment où les Juifs prêtaient l'argent et recevaient les taxes, ils étaient imposés par le roi, d'une telle manière que les sources anglaises comparent les Juifs à une éponge avec laquelle le roi enlevait le bien, les richesses de toute la population, et ensuite il prenait les Juifs, il les serrait, il prenait tous les biens que les Juifs ont ramassés. Donc les Juifs victimes de la politique royale étaient perçus, étaient dans cette situation malheureuse d'être placés en tant que serfs du roi, entre le roi et le reste de la population. Mais alors, c'est passionnant ce que vous nous expliquez là, parce que à peine 2 siècles après leur arrivée en Angleterre, les Juifs vont être expulsés, cette fois par le roi d'Angleterre. Donc, cette haine contre le roi, mais par le truchement des Juifs, va aboutir à un retournement d'alliance. Et cette fois, le roi va se mettre du côté de la populace, si on peut dire, et se retourner contre les Juifs. Tout à fait. Donc, les raisons, donc bien sûr, les Juifs sont expulsés le 1er novembre 1290 par Édouard Ier, qui est le fils de Henri III que j'ai déjà mentionné. Il y a un très grand changement. Il y a un changement économique d'abord, mais il y a aussi un changement idéologique important qui arrive en Angleterre 20 ans à peu près après le changement idéologique important en France avec Saint-Louis et sa politique très néfaste à l'égard des Juifs et avec la guerre en 1266 où les barons anglais se révoltent contre le roi et persécutent les Juifs comme les agents du roi, ça fait que pour des raisons financières et politiques, les rois, petit à petit, va se détourner des Juifs qui les supposaient protéger. Donc, tout d'abord, les Juifs sont taxés à un tel point qu'au bout de quelques dizaines d'années de taxation, mais exorbitantes, cette toute petite communauté n'a plus les moyens de payer. Donc, ils ne sont plus utiles à la couronne. Au contraire, nous avons des cas des Juifs complètement perdus, des Juifs tellement pauvres qu'ils deviennent des brigands et des voleurs. Donc, les Juifs, des personnages les plus riches qui soutiennent la couronne avec des taxes, deviennent un problème social. Donc, beaucoup se convertissent. Il y a la maison des convertis qui est créée par le roi Henri III pour accueillir les Juifs convertis. Cette maison va fonctionner longtemps après l'expulsion des Juifs de l'Angleterre. Donc, les rois créent une maison des convertis, une sorte de communauté où les Juifs peuvent vivre à Londres parce qu'ils sont convertis et parce qu'ils sont complètement démunis aussi. Et en même temps, il y a quand même, avec les croisades du milieu du XIIIe siècle, avec le changement de la politique de l'Église. Nous avons tout ce qui se passe à Paris, 1240, 42, 44, le procès contre les Talmuds, les brûlements des Talmuds. C'est la première fois dans l'histoire que les Talmuds est brûlés. Donc vous voulez dire, en fait, cette expulsion d'Angleterre, elle s'inscrit dans un changement beaucoup plus global dans la chrétienté, dans le rapport de la chrétienté aux Juifs. Tout à fait. Donc, il y a un rapport différent, un rapport idéologique où les Juifs sont perçus comme, euh, comme ceux qui blasphèment contre les Christ. C'était toujours le cas. Mais la découverte, d'une certaine manière, de textes talmudiques a probablement changé. Donc, les chrétiens ne connaissaient pas les Talmuds avant. Ils connaissaient bien la Bible. Les chrétiens s'intéressaient à la Bible chrétienne. Au XIIe siècle, il y a des chrétiens qui lisent la Bible en hébreu. Mais les Talmuds, il y avait Pierre le Vénérable à Cluny qui a parlé du Talmud comme un livre néfaste, mais personne ne l'a lu. Mais alors, quand on expulse les Juifs d'Angleterre, où est-ce qu'ils vont? Donc les Juifs anglais arrivent d'abord en France. Donc ils retournent en France, d'abord dans le nord. Donc nous avons dans les documents parisiens, nous avons des mentions des Juifs anglois. Donc nous avons des mentions des Juifs anglais qui arrivent à Paris. Donc ils sont là. Mais nous savons que les Juifs français, donc de France, du royaume de France,
seront donc des Tsarfatim, seront expulsés quelques années après, 1306. Ouais. Si les Juifs anglais s'installent dans le nord, donc dans les royaumes de France, ils vont être expulsés de nouveau très rapidement. Nous savons que les Juifs s'installent en Provence. Donc, nous avons les travaux de Joseph Schatzmiller nous montrent la présence de Juifs anglais, connus comme anglais et décrits comme anglais, à Manos, 50 ans après l'expulsion. Ah oui, c'est-à-dire que 50 ans après l'expulsion, ils conservent encore leur identité anglaise. Tout à fait. Et ils sont considérés par les autres Juifs, même assez négativement, comme anglais. Donc, nous avons effectivement des mentions de Juifs anglais dans le sud de la France. Donc, il est tout à fait possible. Il y a probablement des familles qui ont émigré vers l'Allemagne également et donc vers l'Europe centrale, vers les terres qui étaient à cette époque plus accueillantes. Et les Juifs, il n'y avait pas de communautés juives en Angleterre jusqu'à leur réadmission en 1655. La réadmission qui a été décidée par le Parlement a été plutôt incitée par les forces hostiles au roi de l'époque. Donc, c'était Oliver Cromwell qui a œuvré pour la réadmission des Juifs en Angleterre. Les raisons économiques y étaient également, mais il y a eu ici des raisons idéologiques très fortes, où il y a vraiment la naissance, déjà depuis le XVIe et surtout au XVIIe siècle, d'une science de l'orientalisme anglais, où les savants essayent de voir au XVIIe siècle dans les Juifs un modèle pour leur religion protestante. Les Anglais, nous le savons, depuis Henri VIII, sont anglicans, donc ils quittent l'Église catholique vers une Église nationale. Et donc, à l'époque de Oliver Cromwell, et donc révolte des puritains, qui sont un mouvement à l'égard de l'Église, à l'intérieur de l'Église, donc les Juifs jouent ce rôle aussi de modèle. Et il ne faut pas oublier que là, on décrit, on étudie la Bible, on apprend l'hébreu, et les chaires de la langue hébraïque sont créées dans les universités anglaises, donc d'abord à Cambridge, ensuite surtout à Oxford, une chaire professoriale, déjà de 1540, donc avant la réadmission des Juifs. Et donc là, c'est une toute autre histoire de la présence juive en Angleterre qui va s'écrire après Cromwell. On est dans l'histoire moderne. Ça va être une histoire d'abord séfarade, d'ailleurs, l'arrivée des Juifs d'Amsterdam qui vont s'installer à Londres. Vous êtes médiéviste, vous avez insisté, et c'est tout à votre honneur pour ne nous parler que de votre période, la période sur laquelle vous êtes spécialisé. Merci beaucoup, Judith Schlanger, pour toutes ces explications. Je rappelle qu'en 2023, on pourra avoir la chance de vous écouter à la Bibliothèque nationale de France dans un cycle de conférences sur les manuscrits juifs de France. Ça aura lieu le 15 et 16 mars à la BNF et ce sera absolument passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup.